Vous écoutez l'épisode 139 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Joanne Koenig pour évoquer les bienfaits de musiquer en classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Joanne Koenig, qui est enseignante et musicienne et qui est l'autrice du livre « Tous les enfants naissent musiciens », dans lequel elle parle des pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi. Et en lisant son livre, j'ai été inspirée par l'idée d'utiliser la musique, de pratiquer en musique et de mettre de la musicalité dans nos pratiques, mais pas seulement lors de cours ou de séances de musique. Et l'idée de cet épisode, c'est vraiment de vous permettre d'imaginer comment et pourquoi mettre un peu plus de musique dans nos pratiques enseignantes, même si, a priori, vous ne vous sentez pas forcément compétent en musique ni concerné par le sujet. Eh bien, j'espère que vous ressortirez de cet épisode motivé et confiant à l'idée de mettre de la musique dans votre pratique de classe ou même avec vos enfants. Écoutez d'ailleurs ce que me disait Joanne avant qu'on enregistre l'épisode. Franchement, je trouve que quand on fait la liste des problèmes que les enfants rencontrent aujourd'hui, des problèmes d'attention, d'aliénation, de se sentir faisant partie d'un groupe, quand on met tout ça bout à bout et on apporte tout ce qu'on sait vraiment scientifiquement que la musique apporte, il est clair qu'il faudrait que tout le monde puisse le faire, quoi. Et donc au fil de l'épisode, nous allons parler de gestion de classe, de mémorisation, d'apprentissage de la lecture, de préparation à l'abstraction en mathématiques, d'empathie, de cohésion de groupe, d'attention, de créativité. Et je vous laisse avec notre entrevue pour ouvrir le champ des possibles en musique dans la classe. Bonjour! Bonjour Émilie. Je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode de podcast dans lequel on va essayer de musiquer un peu et de faire musiquer les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent. Avec plaisir. Et peut-être que d'abord vous pourriez vous présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent et nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, je m'appelle Joanne Koenig et je suis née aux États-Unis, où j'ai eu la chance de commencer une pratique musicale très, très tôt. J'avais, je crois, 5 ans. Et aux États-Unis, il y a beaucoup moins de présence de l'État dans la pratique musicale. Donc, pour ainsi dire, il n'y a pas de conservatoire. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il y a des écoles étatiques ou les universités ou les conservatoires musicaux. Et donc, comme tous les enfants, j'ai étudié le piano avec une dame dans mon petit quartier en Californie, et j'ai absolument adoré. Et pour moi, ce qui était intéressant de mon point de vue d'adulte, c'est que je travaillais mes petits morceaux qui étaient vraiment do, ré, mi, do, si, la. Mais à la maison, je passais mon temps à improviser, à chercher autre chose, sûrement très maladroitement au début, mais petit à petit, quand j'étais plus âgée, j'écoutais les chansons à la radio et je tentais de les reproduire au piano. Et au fur et à mesure, on y arrive. J'ai par la suite fait des études poussées en musique classique. Mais ce côté improvisation et jouer, ce qu'on appelle jouer à l'oreille, m'est toujours resté et j'ai toujours pris un plaisir absolument immense à le faire. Et donc, je saute toute l'adolescence, etc. Donc, en fait, j'ai intégré le Juilliard School, qui était
une école de musique à Manhattan, à New York, en tant que flûtiste, parce que j'avais mené piano et flûte en parallèle jusqu'à un certain âge, et vers 16 ans, je me suis penchée davantage vers la flûte. Et donc, à peu près à mi-chemin, j'avais 20 ans, j'ai rencontré le flûtiste français Jean-Pierre Rampal, qui faisait une masterclass à New York. Et donc, j'ai joué pour lui, on a fait ses commentaires, etc. Et après, il m'a pris à côté, il m'a dit, vous êtes une musicienne merveilleuse, mais vous ne savez pas jouer de la flûte. Ah oui. Oui, ok. Et en fait, il a dit, il faut absolument que vous veniez en France. Je veux que vous étudiez avec l'un de mes collègues qui s'appelait Alain Marion. Et donc, je l'ai fait. Je l'ai fait également parce que je ne voulais pas être encore un de ces Américains qui ne parlent pas d'autres langues. J'avais très envie j'étais assez amoureuse de la culture européenne, et pour moi, ne pas parler notre langue, je l'ai vécu comme étant quelque chose de presque indécent, un peu colonial. C'est que tout le monde doit parler anglais. Moi, je voulais vraiment, mon objectif, c'était français, italien, allemand. Donc, le français, ça va. L'italien est en progression, et l'allemand, c'est très basique. Mais j'ai espoir. L'objectif est en cours d'être atteint. Voilà. Et donc, peu de temps après mon arrivée en France, à Paris, que j'ai absolument adoré, c'était dans les années 80, et très franchement, c'était une ville très, très libre. Et les rencontres entre jeunes gens se faisaient tellement facilement, c'était une espèce de joie. Et peu de temps après mon arrivée, on m'a proposé un poste d'enseignant de la flûte à la Schola Cantorum, qui est une école de musique dans le 5e arrondissement à Paris. Et je n'ai rien compris, parce que mes petits flûtistes, les files d'attente pour les cours s'allongeaient. Et au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais censée leur donner un cours de 15 minutes, et qu'en parallèle, ils avaient 2 heures de solfège. Et donc, j'ai voulu comprendre ce système. Moi, mes premiers cours de solfège, j'étais à 18 ans, et c'est juste parce que à Juilliard, ils aiment bien donner accès à Do, Ré, Mi, à l'opposé de ABC, qui est la façon de faire aux États-Unis. Et donc, je suis allée voir la direction de l'école, et ils m'ont expliqué que non, en fait, le solfège est très, très important, et que les cours de flûte étaient bien de 15 minutes. Donc, fort de ça, je me suis dit, OK, il y a un petit problème. Est-ce que je ne pourrais pas créer une structure dans laquelle les enfants pourraient vivre en musique un peu comme je l'ai fait, qui était beaucoup dans le plaisir, beaucoup dans le lien social avec les autres enfants, le fait de jouer avec d'autres constamment. Et donc, ça... C'était un peu mission impossible, parce que je ne connaissais rien de la droit du travail en France, ou rien sur la gestion d'une entreprise. Mais petit à petit, ça a pris forme, et j'ai travaillé avec d'excellents musiciens un peu de partout dans le monde pour lancer le projet. Et petit à petit, on a bien structuré juridiquement, etc. Et aujourd'hui, il y a 400 enfants dans l'école de musique. Oh, génial! Ouais. Et en 2008, j'étais pendant tout ce temps en train de mener des recherches sur les enfants de plus en plus jeunes. Et tout ce que je proposais défiait un peu les âges traditionnellement nommés comme étant la phase dans laquelle l'enfant accède à ça. Et j'avais l'impression que plus je proposais des choses, plus les enfants me montraient leur capacité de musicien inné. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait si, au lieu d'avoir un cours par semaine, les enfants se baignaient dans la musique en école maternelle, et que la musique pouvait être un vecteur d'apprentissage des langues, des maths et toute autre chose. Et donc, j'ai ouvert la première classe de maternelle en 2008, et c'était tout petit. On avait en fait, c'était même pas maternelle. Je pense que j'avais une dizaine d'enfants entre
16 mois et 2 ans et demi, 2 matinées par semaine. Et de petit à petit, on a développé on a peaufiné le tout et on a développé tout un curriculum d'apprentissage, de tous les apprentissages nécessaires en maternelle, mais soutenu par la musique. Et évidemment, en tant qu'école privée, on a un lien avec le rectorat. Et donc, le socle français également fait partie du cursus. Mais je pense que j'aimerais tellement que tous les enfants en maternelle puissent avoir cette expérience musicale parce que on voit tellement de joie. Et s'il y a une chose que les parents me disent constamment, c'est que mon enfant chante tout le temps à la maison. Ouais. Donc, un petit résumé un peu long. Non, mais qui nous permet de comprendre un peu la genèse de ce projet d'école bilingue musicale. Que vous Nous, avez on aime créé. bien dire qu'on est trilingue. Français, anglais, musique. Ah oui, c'est vrai que la musique est un langage, donc Ouais, j'adore absolument. l'idée. Donc vous avez écrit le livre Tous les enfants naissent musiciens aux éditions Actes Sud avec comme sous-titre Les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi. Et j'imagine que c'est en partie inspiré de votre expérience et de votre vécu, mais il y a aussi dans le livre beaucoup de liens avec la recherche. Absolument. En fait, l'une des raisons pour lesquelles je voulais écrire le livre, c'était parce que moi, je faisais des recherches avec bien une dizaine de scientifiques qui se penchent sur ce qu'on appelle la cognition musicale. Il y a une dizaine à peu près dans le monde. Et très souvent, leurs recherches qui sont extraordinaires se trouvent uniquement dans les papiers de recherche. Donc, sur les plateformes universitaires, etc. Et ce n'est pas toujours très facile à lire. Et parfois aussi, on a ce qu'on appelle, dans la presse populaire, on voit ce qu'on appelle les neuromythes. Par exemple, on parle de l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est une hypothèse qui dit qu'écouter la musique de Mozart permettrait d'améliorer les capacités cognitives. Et en fait, l'effet Mozart n'existe pas. Mais c'était démontré une dizaine d'années après de manière très concise et plus personne ne se penche sur la question. Donc, je voulais avoir un texte qui pouvait donner accès aux parents et aux éducateurs à toute cette information et peut-être voir également comment ils pourraient, soit à l'école ou en famille, créer les moments de musique dans la famille pour le bénéfice de tout le monde. Ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est le fait que du coup, on voit que la musique n'est pas seulement un apprentissage où on apprend, comme à l'école de musique, etc., la musique, mais c'est comment en fait l'insuffler un peu dans tout ce qu'on fait. Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé, que vous apportez dès le début du livre, c'est le mot musiquer, et je pense que ce sera d'ailleurs sûrement le titre de l'épisode, comment musiquer davantage dans sa pratique professionnelle avec les enfants. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il y a derrière ce terme de musiquer? En fait, mon éditrice Sophie Fenzac a fait des recherches parce que le mot en anglais, c'est musicking. Et donc, le ing en anglais, c'est cooking, playing, musicking. Ça veut dire qu'on est dans l'acte de faire. Et donc, elle a trouvé, apparemment, c'est un mot assez ancien en français, musiquer, et c'est exactement la même chose. Ce n'est pas apprendre de la musique, c'est la notion est qu'on n'est pas en train d'apprendre, on est en train de le faire, même de le créer. Je suis très attachée à ça parce que la partie de jeu, le plaisir, c'est essentiel, surtout avec plus les enfants sont jeunes, plus ils apprennent activement, en participant, en faisant eux-mêmes. Et comment ça se traduit musiquer justement dans votre école? Alors, il y a plein de paramètres. Je dirais la première, c'est que la majeure partie des enfants aiment chanter et danser. Et ces deux choses sont très souvent liées. Ils ne sont pas séparés.
comme on a fait pas mal avec la musique classique depuis plus d'un siècle, l'idée de s'asseoir dans une salle de concert et ne pas bouger, ça ne correspond pas aux jeunes enfants. Et donc, mon objectif au tout début, c'était surtout tout de suite au matin, au moment où on se réunit en cercle, c'est d'avoir un moment d'accueillir la journée en chant et en mouvement. Le résultat de ça, c'est presque visible. J'ai envie de dire que les enfants arrivent à différents moments. En plus, ils arrivent de partout dans le monde et parfois, les premiers jours, ils ne parlent ni français ni anglais. Donc, la musique est presque leur seul lien avec les autres enfants. Et donc, quand on voit tout le monde en train d'apprendre les gestes d'une chanson tout en le chantant, on voit une espèce de joie et je les sens soudés les uns aux autres. En fait, ce sentiment d'appartenance est vraiment visible sur leur visage. Ensuite, on utilise la musique pour l'apprentissage de certaines séquences nécessaires. Par exemple, les jours de la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et on va le chanter en anglais aussi. Monday, Tuesday. Et puis, on demande toujours à un enfant qui vient d'un autre pays de nous apprendre comment chanter les jours de la semaine dans sa langue. Donc, musiquer aussi pour les apprentissages nécessaires et structurants pour les enfants. On utilise également le chant et la danse pour travailler certains aspects du développement physique des enfants. Je suis très intéressée par le système vestibulaire. Donc, c'est notre équilibre, c'est ce qui nous permet à la fois de marcher tout droit et même, étrangement, à lire. Parce que le système vestibulaire doit être en place pour que les yeux puissent fixer les lettres sur une page. Et on peut faire une espèce de gymnastique de ce système vestibulaire avec des chansons ciblées, comme une chanson de Moulin où l'enfant doit placer sa main droite sur son pied gauche. Et c'est fascinant de voir que à 3 ans, ils prennent tous main droite, pied droit. Et donc, à force d'avoir les images, on peut travailler ces petites choses qui peuvent fonctionner un peu en prévention, en fait. Parce que on sait tous qu'une lecture fluide pour un enfant est déterminante dans sa vie. Et donc, je trouve que quand on voit les problèmes de lecture chez les jeunes enfants, il y a toute une branche de thérapie aujourd'hui qui trouve les liens avec le système vestibulaire. Je pense ça juste comme un exemple, mais quand on imagine qu'il y a quelque chose qu'on veut mettre en place avec un enfant, ça ne marchera pas si l'enfant n'est pas engagé et joyeux. Donc, en fait, avec une chanson qui lui fait se transformer en moulin et en triangle, évidemment, il va le faire. Et il va adorer. Et nous, on sait qu'on est juste en train d'éviter certains problèmes potentiels. Oui. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que au-delà du plaisir de chanter et de danser, c'est que on va utiliser ce plaisir-là pour enrôler les élèves et leur donner envie de faire quelque chose. Et en même temps, l'activité en elle-même, elle a des effets sur le long terme dans l'acquisition de la lecture, notamment là par cette idée, sur cet exemple-là, en tout cas, de travailler sur conscience vestibulaire. Voilà. Mais du coup, prendre conscience, ce qui est important, ce serait pour les enseignants de prendre conscience que quand ils font ça, ils ne sont pas juste en train de chanter. Exactement. Et les enseignants non musiciens aiment beaucoup certaines pratiques que nous avons. On a ce qu'on appelle les commandes musicales. Donc, ça, c'est se lever. Ça, c'est sit down, sit down. On va s'asseoir, sit down. Donc, il y a une petite musique pour s'asseoir, pour se lever, pour taper les mains de manière synchronisée ensemble. Et même les enseignants qui ont une formation d'enseignants et pas de musiciens commencent à chanter les chansons aussi, parce que l'attention des enfants
est tellement plus attiré quand il y a une musique que quand un enseignant dit « OK, maintenant on va se mettre en cercle et on va s'asseoir ». Et beaucoup d'enseignants disent que parfois il faut le dire 2 fois, 3 fois. Et en revanche, Don't circle, in a circle right now. Quand les enfants entendent cette musique, c'est comme ils se mettent tous en cercle, ils ont toutes les consignes et ils attendent patiemment. On va s'asseoir. Donc, les enseignants aiment beaucoup les petits éléments de musique qui leur permettent de gérer la classe joyeusement et avec surtout la concentration des enfants et l'engagement des enfants. Ouais, et en plus, ça fait aussi une petite pause attentionnelle pour eux, c'est-à-dire que du coup, on met un peu de mouvement, on met un peu de musique. Donc, c'est vrai que d'accompagner, moi, je l'ai déjà expérimenté dans la classe, hein, de parler en chantant, etc. Ça ajoute quelque chose qui favorise l'attention des élèves, qui met un peu d'entrain et qui change, comme vous disiez, là, de la répétition. Allez, on s'assoit, et puis de l'agacement, etc. Parce qu'on est, même pour soi, en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que la joie, elle est des deux côtés, quoi. Absolument, absolument. Et donc, en fait, j'avais commencé en 2008 en pensant plus à la musique comme soutien de l'apprentissage de l'anglais. 7 ou 8 ans après le début de l'école maternelle, je me suis dit, et qu'est-ce que ça serait si on avait des chansons pour plein de matières, inclus par exemple les tables de multiplication. Et donc, il y a une raison très claire, scientifique, qui explique pourquoi ça marche mieux. Et on sait tous que ça marche mieux. Tout le monde, quand je parle de ce phénomène, tout le monde systématique va me sortir une chanson. Par exemple, A, B, C, D, E, F, G. Tout le monde a retenu ça, ou des chansons d'enfance. Donc, la raison est très simple, c'est parce que la mélodie et le rythme sont présents en langage et en musique, les deux, parce qu'on ne parle pas de manière monotone. Mais en musique, la mélodie et la pulsation, le rythme, est plus clair et plus prononcé. Et donc, le cerveau de l'enfant a plus de facilité à accrocher à ça. Et c'est pour ça que les apprentissages, par exemple, les tables de multiplication, nous, on le fait avec un rap qui commence avec les dizaines, ensuite 5, 2, etc. Et la chanson se fait en chantant, en tapant les mains et en sautant à travers la pièce sur le 10, 20, 30, 40, 50. Donc, j'ai envie de dire que c'est facile. On sait que ça marche. Ouais. Et c'est assez curieux. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on sait en termes de la science, la neuroscience aujourd'hui, et ce qui est pratiqué, ce qui est proposé dans les programmes scolaires. Ouais. Et donc, du coup, ça ajoute une nouvelle chose. Donc, on a dit que la musique, elle pouvait être un soutien à la gestion de classe, du coup, pour accompagner certaines consignes, etc. Là, elle est un soutien à la mémorisation. Elle était aussi un soutien pour en prévention, en tout cas pour la lecture, parce que le fait de pouvoir faire des choses en musique, ça va permettre de travailler certaines compétences physiques ou cognitives qui vont être ensuite un appui pour pouvoir apprendre à lire plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits en lien avec l'enseignement? Oui, j'allais juste vous dire, et les mathématiques, parce qu'en fait, nous, on commence un travail de rythmique en musique très, très tôt. On a un cours qui s'appelle Baby Musicking, donc c'est avec les enfants de la naissance jusqu'à 3 ans. Et on fait un travail de mise en place de la pulsation et même des sensations physiques liées, par exemple, à une ronde. On sait, c'est 4 temps, ça dure, c'est rond, 2. Et quand on commence avec les très jeunes enfants à chanter ce rond en comptant soit à 4 ou bien juste en disant ro, o, on, 2, et on est littéralement en train de se rouler en boule du devant en arrière, donc ro, on, 2, on revient. On est en train de mettre en place une relation viscérale avec une quantité. Et quand on montre que la pauvre ronde était coupée en 2,
et on a à la place deux blanches qui ont des jambes, donc ils peuvent marcher plus vite. Donc, on met en place, à travers des histoires et des jeux, une sensation corporelle des chiffres. Et donc, on n'est plus dans l'abstraction. Et c'est ce que, par exemple, Cédric Villani, le médaillé Fields et homme politique français, je crois, dit que les Français sont très faibles en maths avec certains éléments de base de plus simples comme les fractions et les proportions. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que quand on commence ce travail rythmique et l'enfant incorpore vraiment dans son corps une valeur longue, une valeur donc coupée en deux, et ensuite coupée en deux, on est en train de mettre en place une relation très, très solide avec la numération et la notion de moitié, un quart, etc. Donc, les liens, en travaillant le rythme très tôt avec les enfants, avec tout leur corps, on n'est plus dans l'abstraction du tout. Et c'est cette abstraction, je pense, qui pose problème plus tard. Donc la musique, c'est là, dans ce cas-là, un moyen d'accompagner cette abstraction, justement, et de pouvoir mettre du concret pour les élèves, pour pouvoir lier les deux, quoi, passer petit à petit à l'abstraction de manière, enfin, par étapes. Absolument. Et en plus, les enfants adorent les rythmes et ils ont un accès quand c'est présenté avec des jeux. Vous serez très étonnés, on a des enfants de 5 ans qui lisent avec plaisir. Noir, 2 croches, double, double, noir. Et ensuite, on va faire les syllabes da, papa, douba, douba, dou. Parce que l'important n'est pas le nom. Le nom est important du rythme, mais le plus important, c'est de le sentir dans son corps. Et ce qui est intéressant et très enrichissant pour tout ce qui est l'alphabétisation, c'est que on attire l'attention des enfants sur les rythmes qui sous-tendent une phrase. Par exemple, nous allons au parc aujourd'hui. Donc, quand les enfants ont quelques petites bases de rythme, déjà, sentir le rythme dans la phrase, et à partir de 5 ans, ils peuvent commencer à dire ah, ok, donc ça c'est 2 croches noires. Donc, ils trouvent. Et le fait qu'ils sont en train de se concentrer sur l'aspect purement rythmique d'une phrase, ça veut dire que le découpage syllabique est vraiment en place. Et on sait que d'abord, petit, il faut distinguer les mots dans une phrase et ensuite les syllabes au sein d'un mot. Et sans cette connaissance syllabique, la lecture va être compliquée. Donc, de nouveau, on peut booster l'enfant avant même qu'il aborde la lecture par l'effet d'attirer son attention sur le rythme des mots. Oui. Ouais, du coup, là, c'est un soutien à la conscience un peu phonologique et à la segmentation des mots. Même plus tard, d'ailleurs, quand on commence à faire des productions d'écrit avec les élèves en CP, CE1, souvent, une des difficultés, c'est aussi de segmenter, de trouver où s'arrêtent les mots dans une phrase, de pouvoir couper. Et donc là, cognitivement, j'arrive à voir en tout cas le lien qu'on peut faire entre les deux. Effectivement, d'être capable de segmenter sa phrase pour la faire coller à un rythme ou lui donner du rythme, ben forcément, ça aide derrière. Absolument. Et l'avantage, c'est que le travail rythmique, on peut le commencer avant la lecture proprement dit. Donc, nous, on le fait oralement pour commencer. Avant que les enfants ne lisent, on peut commencer avec des phrases. Il y a une phrase en anglais, bon, je vais dire en anglais, c'est « Lions love to roar ». Ta, 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 ta. Donc, en fait, les enfants avec les bases de connaissances rythmiques vont faire 2 croches blanches et ensuite coller les mots dessus. Et après, quand ils sont en lecture, ils ont déjà cette habitude, justement parce que le rythme est quelque chose qui est forcément vécu dans le corps. On tape les mains, on tape les pieds. Donc, tout le corps de l'enfant est impliqué. Donc, on ne peut pas avoir cette coupure, là, le coupure entre rythme et phonologie est problématique. Donc, on peut le mettre en place avant.
Ouais, mais du coup, je me dis que dans une classe, en plus, ça peut être hyper simple et un petit rituel un peu sympa de donner un rythme et de se parler avec les élèves sur là, deux croches noires. Avez-vous mangé? Oui, on a mangé, etc. Et de Absolument. discuter comme ça avec les élèves sur un rythme, sur une mélodie. Moi, je sais que je faisais beaucoup ça avec mes filles. On lance sur n'importe quelle chanson qu'elles connaissaient, puis pendant tout le repas, on parlait en chantant et ça oblige du coup à caler effectivement le rythme, la prosodie de ce qu'on dit sur la mélodie, sur le rythme de la chanson. C'est Ah mais vous avez intuitivement fait un super travail. C'est exactement ça. Encore une fois, c'est aussi comme une espèce d'aimant de concentration. Parce qu'en fait, quand un enfant est engagé avec ses parents ou son enseignant dans ce genre de jeu, on a la mélodie, le rythme, la phrase qui est dite, il y a tout son corps qui va bouger aussi. Donc, en fait, vous avez un enfant qui est à 100% engagé. Et son apprentissage est authentique et profond parce qu'il est lui-même partie prenante dans la création du jeu. Il doit trouver une phrase qui va tomber avec deux croches noires, par exemple. Ouais. Donc là, il y a du coup, on bascule sur cette partie où une autre vertu de musiquer en classe, c'est d'être concentré. Il y a aussi cet aspect relationnel, je trouve, là, dans ce cas-là, un peu ludique, justement, entre les élèves et leurs enseignants aussi, qui favorise une belle relation d'apprentissage. Et dans le livre, vous parliez aussi de tout le côté empathie, des compétences psychosociales, de la notion de groupe aussi. Qui est permise par rapport à la musique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, je pense que si je devais en choisir le vertu le plus important, surtout aujourd'hui, je dirais que c'est ça, c'est le développement des liens sociaux forts entre enfants au sein de la classe et la notion d'empathie, même de l'intuition de l'autre. Par exemple, on sait que la théorie de l'esprit est quelque chose qui se développe normalement assez tôt et que quand il ne se développe pas, l'enfant va être face à d'autres difficultés. Et la théorie de l'esprit, c'est juste le moment où l'enfant comprenne que la personne en face de lui a un cerveau différent. Et donc, et j'adore, il va les tester. Très tôt, il les teste en faisant des mensonges incroyables pour voir si vous allez dire non, c'est pas vrai, ou si vous allez le croire. Enfin, c'est fort intéressant. Mais donc, on sait aujourd'hui que c'est prouvé scientifiquement, les enfants qui pratiquent une activité musicale, donc synchronisée, donc ça veut dire que tout le monde est vraiment en train de chanter, danser en même temps, démontrent davantage d'empathie juste après l'exercice. Il y a une étude qui est restée assez définitive menée à Max Planck Institute en 2010, qui démontrait que les enfants de 4 ans ayant fait un jeu très amusant, plutôt théâtral, étaient moins enclins à aider leurs petits camarades dans un scénario dans lequel une tube avec laquelle ils jouaient se cassait et que des billes tombaient par terre. Et donc, les enfants qui avaient pratiqué ce moment musical synchronisé, et vraiment où tout le monde est lié, ils allaient davantage aider leurs petits camarades. Et on le voit, en fait. Il y a une phrase qui est un peu brutale en anglais, je vais traduire, c'est que en termes de l'appartenance du groupe, on a rarement envie de tuer quelqu'un avec lequel on partage une scène. Bon, c'est un peu extrême, mais l'idée est que quand on collabore ensemble pour créer un morceau de musique ou une pièce de théâtre, les liens se tissent de manière sous-jacente. Enfin, c'est au-delà de la parole. C'est vraiment parce que la musique, on peut pas le faire sans être 100% connecté avec les autres parce que ça demande une telle précision. Une nanoseconde d'écart
fait qu'on n'est plus, synchronisé. Ouais. Et donc, dans la concentration et la lecture de l'autre, le regard sur l'autre est très intense. Ouais. Et puis quand on est en train de jouer ensemble, il y a aussi cette écoute. Tout à l'heure, vous disiez le fait, en parlant de la théorie de l'esprit, mais de pouvoir, une intuition de ce que pense l'autre, etc. Il y a cette idée de, même quand on fait des rythmes ensemble, de devoir s'attendre, de devoir écouter et l'autre ralentir son débit pour pouvoir rester dans le rythme avec les autres. Tout ça développe une sorte de vigilance dont on a besoin au quotidien en termes d'empathie pour pouvoir imaginer ce que pense l'autre, ce que ressent l'autre. Je trouve que c'est intéressant cette recherche de se dire, tiens, quand on fait jouer, chanter ensemble, danser ensemble des élèves, il y a un effet derrière sur leur capacité à être empathique. Je trouve que c'est important de le savoir et de le souligner, de pouvoir aussi, c'est une raison de plus pour musiquer en classe et aussi permettre aux élèves de faire des choses en chœur. Absolument, c'est ça. Et c'est cet développement de l'empathie qui va pour moi de pair avec un sentiment d'appartenance. Et on sait tous qu'il y a des gars qui sont venus avec l'utilisation massive des smartphones, que ce soit les parents ou les enfants eux-mêmes qui les ont de plus en plus jeunes. Tout le monde est fixé sur ce petit rectangle noir et on est de moins en moins à l'écoute et d'engagement avec les autres. Les effets sont visibles avec les jeunes enfants aujourd'hui en termes d'attention. Et je dis souvent que si la musique était quelque chose de nouveau, c'était une nouvelle application ou un nouveau programme qui venait d'être créé, le monde entier, tous les parents et les enseignants du monde se diraient ah oui, ça me faut dans la classe. Et donc, mais la musique est là depuis la nuit des temps. C'est pas nouveau, mais je pense que l'utilisation et l'inclusion de la musique à la maison et à l'école est quelque chose qui peut apporter des bénéfices très, très importants, surtout maintenant où on rencontre, je dirais, le défi de l'attention, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, est vraiment une question importante. Ouais. Et puis, il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on vienne, parce que par rapport à tout ça, pour pouvoir inciter les gens à le mettre en œuvre et à s'y essayer, c'est vraiment la question de, même si on n'a pas de formation musicale, même si on pense ne pas avoir de compétences musicales, en fait, on peut vraiment musiquer avec ses élèves, entraîner les élèves à le faire. Et qu'est-ce que vous pourriez dire ou donner comme conseil à des enseignants qui n'ont pas de formation musicale pour qu'ils puissent mettre un peu plus de musique dans leur pratique au quotidien? Concernant la formation musicale, j'aime toujours dire que il y a des pays et même des continents dans lesquels il y a une pratique musicale de très haut niveau. Il n'y a aucune écriture musicale. L'Inde, par exemple, la musique indienne est l'une des plus sophistiquées de la Terre et aucune écriture, tout est oral. Donc, il y a beaucoup de pays en Afrique où, de nouveau, tradition orale, il y a des familles qui passent de génération en génération leurs compétences à leurs enfants et ça se fait complètement oralement. Donc, j'ai envie de dire aux enseignants, ne soyez pas convaincus que si vous ne lisez pas la musique, vous ne pouvez pas la pratiquer. À partir du moment où vous avez une chanson préférée et vous vous trouvez en train de taper votre pied en écoutant la chanson que vous aimez beaucoup, ça veut dire que vous êtes musicien. Tout le monde est musicien. Donc, je pense qu'il faut vraiment enlever ces doutes. Il faut dire que si vous avez une chanson, je prends un exemple très basique. Si un enseignant a une chanson dont une partie est parfaitement en lien avec, approprié pour l'âge en question. Ça peut être pour les adolescents, ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être... Alors là, il y a un rythme qui mobilise tout le monde, c'est de dum-pum-pa, adum-pum-pa.
Et là, si l'enseignant, on va dire en collège par exemple, aime cette chanson, il aura les mérites de mettre toute la classe en synchronisation en train de danser et taper les mains, et en plus apprendre un tout petit peu d'anglais. Donc, il n'y a que les bienfaits. Et surtout, tout le monde va passer un moment extraordinaire et l'enseignant va bénéficier de ce bonne entente, à mon avis, toute la matinée. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des petites idées d'autres idées d'activités qu'on peut faire sans pratique instrumentale? Comment on peut mettre de la musique pour commencer? Je ne pratique pas d'instrument, j'ai pas l'habitude de chanter, mais ce que j'entends là dans l'épisode, ça me parle, j'ai envie de musiquer un peu avec mes élèves. Et qu'est-ce que je peux faire? Alors, nous, on adore former les gens pour le faire. Donc, ils peuvent venir toquer à la porte et on trouvera une formation qui peut être spécifiquement. On n'a pas encore fait, mais ça m'intéresse éventuellement d'envisager une formation qui est faite pour les non-musiciens qui veulent pratiquer de la musique dans leur classe. Mais il faut garder en tête que les enregistrements, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut chanter avec l'enregistrement. Et ne pas être complexé là-dessus. On peut faire un travail énorme juste avec un simple xylophone. Et là, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut maîtriser l'utilisation très simple d'un xylophone. Et j'ai envie de dire que si nous, on arrive à établir une relation très corporelle avec les premiers éléments rythmiques, donc juste la grosse patate ronde, la petite blanche, la ronde qui était coupée en deux, les noirs qui aimaient marcher, les croches qui aimaient courir. Si on peut mettre en place ça avec les enfants de 5 ans, je pense qu'on peut aussi le mettre en place avec les enseignants, de manière à ce qu'elles puissent utiliser ça également en cours. C'est pas, pour moi, c'est vraiment, très honnêtement, une petite matinée de formation et c'est bon. C'est vraiment, super. Ouais. Eh bien, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais que vous auriez aimé que je vous pose? En fait, je crois que c'est un peu une question à vos auditeurs. Je suis juste très curieuse. Je ne sais pas si vous avez, sûrement après le podcast, vous avez l'espace commentaires, etc. Je suis très curieuse de savoir s'il y a des enseignants qui aimeraient inclure de la musique à l'école et quels sont les blocages qu'ils rencontrent. Est-ce que c'est un blocage du temps? Est-ce que c'est le fait d'être complexé parce qu'ils se disent je n'ai pas de formation? Est-ce qu'il n'y a rien de disponible à l'école, par exemple, même pas de quoi écouter une chanson? Donc, j'aimerais bien comprendre si l'envie est là de la part de l'enseignant, à quel moment est-ce que ça bloque? Ouais. Ça serait très intéressant de le savoir parce que les bienfaits en classe sont énormes pour les enfants, mais aussi pour les enseignants. Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, il y a une auditrice qui disait que justement, qu'elle avait très envie de mettre en place des ateliers de musique sur le temps du midi, mais qu'elle n'osait pas. Alors que pourtant, c'est quelqu'un en plus qui a une pratique instrumentale, mais qu'elle n'osait pas parce qu'elle se sentait pas suffisamment compétente. Donc, je pense que vos propos vont parler de fait de se dire qu'en fait, musiquer, et c'est encore une fois, j'insiste sur ce mot-là parce que ça nous sort un peu de nos représentations figées qu'on pourrait avoir d'une pratique musicale un peu élitiste et experte, mais que musiquer avec les élèves, ça peut se faire dans tout type de contexte, sans forcément d'instrument, et qu'on peut aussi créer avec eux, même sans savoir lire la musique, sans avoir une pratique déjà personnelle intense. On peut être dans une démarche de création, une démarche créative avec eux, et qu'on en aura aussi tous les bienfaits. Quand on se disait tout à l'heure, parler en rythme, inventer des paroles sur une chanson qu'on connaît. Dans votre livre, vous parlez de trouver un prénom musical, c'est-à-dire de trouver une manière de dire son prénom en musique. Enfin, il y a tout un tas de petites choses assez ludiques et musicales qui permettent à tout le monde de s'amuser
en musique et de bénéficier de tous ces bienfaits sans forcément être déjà musicien expert. Exactement. Et en plus, moi, je viens de la musique classique, mais il y a un phénomène qui se passe à peu près partout dans le monde aujourd'hui. C'est que la musique classique, qui n'est plus une tradition orale, est devenue le standard pour l'éducation musicale. Et la musique classique ne correspond pas aux jeunes enfants parce que les mélodies sont parfois pas très évidentes et la pulsion rythmique n'est pas évident pour l'enfant non plus. Mais c'est surtout cette idée que si je n'ai pas une formation en musique classique, je ne peux pas faire de la musique avec mes élèves ou avec mes enfants. Donc, il faut qu'on se débloque de cette idée que pour pratiquer de la musique, il faut avoir une formation classique. C'est presque le contraire. Par exemple, les musiciens classiques ont beaucoup de mal à inventer des chansons ou même à improviser. Oui. Moi, ce que j'ai envie de retenir là, c'est tous les bienfaits qu'il y a à musiquer avec ses élèves, à faire de la musique, que ce soit pour les apprentissages, pour la cohésion du groupe, pour l'aspect relationnel, l'aspect ludique que ça peut avoir, qu'on peut en faire même si on n'est pas formé à la musique, et puis que qu'on peut se lancer, créer avec les yeux. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je trouve aujourd'hui, il y a tellement d'enseignants passionnés. Et je pense que c'est une avenue qui est vraiment une piste à creuser. Et si je peux me permettre, j'avais envie de dire que nous sommes en train de créer, on va aller au-delà de la maternelle. L'année prochaine, on commence notre classe de CP et on va dérouler année après année une école élémentaire, primaire. Et on recrute un enseignant francophone pour l'année prochaine. Donc, aux enseignants qui ont peut-être envie de participer en un projet innovant, on est preneur des CV. Voilà. OK, l'information est passée du coup. Super. Joanne, merci beaucoup pour cet échange qui, j'espère, inspirera musicalement nos auditeurs et nos auditrices. Mais merci à vous, Émilie, et bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.